Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre édition ce soir. La rédaction accueille Bertrand Laviec, directeur départemental de Météo France. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Alors on va parler de cette saison des pluies qui a tardé à arriver, qui arrive finalement, mais qu'en est-il très exactement? Va-t-elle durer? Va-t-elle s'arrêter comme d'habitude chaque année? On en parle plus amplement avec vous, Bertrand Laviec. Vous restez avec nous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors la guerre fait rage ici sur le département, les soutiens à Macron se multiplient à l'approche de la présidentielle. On regardera ce qu'il en est tout à l'heure avec vous Pierre, mais d'abord voici les titres de ce mercredi 22 mars. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau et la Fédération mahoraise des associations environnementales en a profité pour adresser un courrier à la ministre des Outre-mer dans laquelle elle expose ses revendications. Plus de parité dans les restrictions d'eau, plus d'entretien des retenues collinaires, exonération des factures pour la population du Sud, la FMAE est très remontée. Explication. Pour ce troisième jour du Tour de l'île en fauteuil roulant, Dr Léo et son équipe ont parcouru la route entre Combagny et Sada avec la bonne humeur et la détermination qui les caractérisent. Ils en ont profité pour aller à la rencontre des élèves du collège de Sada afin de poursuivre leur sensibilisation face aux difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap. Reportage. La direction des archives départementales et de la documentation scientifique, en partenariat avec le musée de Mayotte, organise cette année la première grande collecte d'archives sur le territoire. Autour du thème « D'une rive à l'autre du canal de Mozambique, les relations entre Mayotte, l'Afrique et les îles du sud-ouest de l'océan Indien du 19 au 20e siècle », tout un chacun est invité à partager son patrimoine afin d'enrichir la mémoire locale. Et depuis 1993, l'Organisation des Nations Unies a instauré une journée de l'eau qui se tient chaque année le 22 mars. Et cette année, le thème est le suivant: pourquoi gaspiller l'eau? En effet, 80% des eaux usées provenant des lieux d'habitation, des villes, de l'industrie et de l'agriculture sont rejetées dans la nature, polluant l'environnement et appauvrissant les sols. Mayotte n'échappe pas à cette règle, alors même qu'elle est confrontée à une crise sans précédent. À ce titre, la Fédération mahoraise des associations environnementales de Mayotte vient de monter au créneau. Le point dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Après des semaines de coupures d'eau dans le sud et en cette journée mondiale dédiée à l'or bleu, la Fédération mahoraise des associations environnementales de Mayotte a décidé de prendre la parole. Un courrier a ainsi été envoyé à la ministre des Outre-mer afin qu'elle détermine pourquoi les tours d'eau restent toujours de vigueur. Ça a trop perduré. Là, actuellement, on a enfin une bonne pluviométrie dans la zone concernée, c'est-à-dire dans la retenue collinaire de Combagny. On vient de nous annoncer officiellement qu'il y a 50% de taux de remplissage. Comment ça se fait-il qu'on a toujours des restrictions au sud ? Alors que ça devait changer, on devrait enfin être alimenté comme tous les autres, aussi réguliers que possible maintenant. Les habitants du Sud souhaitent jouir de cette denrée rare de façon continue. À ce titre, la FMAE pose de nombreuses questions, notamment en ce qui concerne l'entretien des retenues. Le président se demande ainsi si les problèmes de remplissage ne seraient pas également dus à d'autres facteurs que le manque de pluie, tels que des fuites dans les ouvrages, un manque d'entretien de ces retenues collinaires qui n'arrivent plus à stocker de l'eau convenablement, ou encore des fuites dans le transport de l'eau, estimées à 20%. Il faut savoir que par rapport à nos collègues peut-être métropolitains ou ailleurs, quand on dit 60% de rendement, pour eux, c'est de la bonne qualité, le réseau fonctionne bien. Mais ici, à Mayotte, quand on parle de 80% par rapport aux problématiques de l'eau, ça c'est énorme. En calculant, ça nous revient à dire qu'on perd par an 7 millions de mètres cubes. Face à la situation, la FMAE réclame plus de transparence, notamment en ce qui concerne le plan eau pour Mayotte. Car si plusieurs mesures ont été annoncées, leur coût, leur financement, mais également leur date de mise en travaux, restent pour l'heure trop flous pour Ourfan Ali.
ce qui nous désarme, ce qui est désolant, c'est que là déjà, on a plus de 20 réunions de l'ORSEC là où ils prennent les décisions. Deuxièmement, on vient de fêter, là, la journée, aujourd'hui c'est la journée de l'eau, 52e anniversaire de l'eau. Nous, on estime qu'en tant qu'usagers, les personnes à être informées par rapport à toutes les étapes, par rapport depuis jusqu'à aujourd'hui, ça serait nous les usagers. C'est nous qui payons les syndicats des eaux, c'est nous qui payons la SOGEA, c'est nous qui payons toutes ces personnes-là. Mais comment ça se fait-il qu'on n'est pas informé, on n'est pas pris à juste titre en tant que des vrais acteurs de développement de ce type? Chacun souhaite en effet savoir quelle sera la suite exacte donnée à cette crise de l'eau, qui aura eu le mérite de soulever un problème, jusqu'alors abandonné de tous. Et je me tourne à présent vers notre invité Bertrand Lavieille, directeur départemental de Météo France. Alors vous avez vu le reportage avec nous, avec cette association, cette fédération qui monte au créneau concernant cette fameuse retenue collinaire de Kombani qui pour eux aujourd'hui serait un niveau qui justifierait qu'on arrête ces tours d'eau. Ce qu'ils disent surtout, c'est qu'ils disent que la pluviométrie est normale, alors que c'est pas tout à fait vrai. Il manque, depuis le début de la saison des pluies, il manque en gros entre un tiers et un quart de l'eau qui tombe d'habitude sur le nord-est du département. Donc on est quand même en déficit. Ce qu'il y a, c'est pas non plus que la simple cumul de pluie qui compte. Ce qui compte aussi, c'est les premières pluies fortes et généralisées. Et ça, c'est la première fois depuis qu'on fait des mesures à Mayotte, depuis 1949, qu'on voit des pluies fortes et généralisées qui arrivent que fin février. Voilà, c'est la première fois que ça arrive. Alors justement, le comité de suivi de la ressource en eau a rendu son communiqué et apparemment, la saison des pluies se profile pour la deuxième quinzaine du mois d'avril. Et jusqu'à maintenant, il n'est pas garanti que les deux retenues soient remplies à un niveau suffisant avant la saison sèche. Alors, la saison, en fait, l'arrivée de la saison sèche, on peut l'imaginer comment, c'est avec l'arrivée des alisés, tout bêtement. Et nos modèles numériques, qui sont quand même plutôt fiables, on appelle ça la prévision mensuelle, pas hebdomadaire. Donc on fait est-ce que cette semaine va être plus sèche que d'habitude, la semaine prochaine va être plus humide, celle d'après aussi plus humide. Mais par contre, après, c'est-à-dire à partir de la deuxième semaine d'avril, on voit que les vents commencent à tourner. Donc on passe des vents purement de Kashkazi, donc du nord-ouest, et ils tournent progressivement vers l'est, vers un régime d'alizé. Donc là, ça veut dire la signe de l'arrivée de la saison sèche. Et du coup, aujourd'hui, vous, en tant que directeur départemental de Météo France, comment vous voyez la situation? Est-ce qu'aujourd'hui, les Mahorais peuvent s'inquiéter? Parce que là, on n'y est pas encore à mi-avril. Après, c'est ça. Même si on a un mois de mars et un début avril qui est beaucoup plus pluvieux que d'habitude, c'est pas... Les valeurs n'ont rien à voir avec celles qu'on aurait dû avoir en janvier et février. Il pleut 3 fois moins en avril, en moyenne, qu'en janvier. En moyenne. Donc, il y a un déficit. Malgré les chiffres, malgré ce qu'on peut leur dire, il n'y a pas eu l'amorçage. Et quand il n'y a pas l'amorçage, il faut qu'on puisse rattraper. Est-ce qu'on pourra rattraper? C'est l'enjeu. Ça va être compliqué. Merci beaucoup Bertrand Lavieille. Et puis justement à préciser qu'au vu de la situation, les autorités préconisent justement la mise en place de toutes ces solutions qui ont été préconisées, qui ont été avancées. Et quant à l'ARS, elle maintient le dispositif de vigilance renforcé. On continue maintenant avec la bataille en vue des présidentielles qui fait rage sur tous les départements, les territoires de France et de Navarre. À Mayotte, les comités de soutien prennent forme au fil des semaines. En ce qui concerne le candidat du mouvement En Marche, Emmanuel Macron, le MODEM, le MDM ou encore le NEMA ont créé un comité de soutien. Néanmoins, ces derniers sont chapeautés au niveau départemental par un haut comité présidé par Harouna Kolo. Mais l'entente est encore loin d'être cordiale à l'image des propos tenus ce matin par le candidat aux législatives Nadim Hamada. On l'écoute lors de la matinale de Kwesi. Quand Max Dubois est venu sur le territoire, il a expliqué qu'il faut qu'il y ait plusieurs comités de soutien de Macron. C'est ce qu'a fait le MODEM, qui soutient Macron, d'autres entités également, la société civile, la société économique et le MDM. Le MDM a créé son comité de soutien de Macron. Et c'est à son nom-là que je suis là. Ce comité de soutien a pris comme nom Allo na Macron. On y va avec Macron. C'est au nom de ce comité-là, je suis là. Donc je ne dépends pas, moi non plus, de Sarah Moussoun. Il faut savoir que elle non plus, elle n'a pas me dicter si je dois parler ou pas. Seule la personne qui peut à la rigueur me le dire, c'est le président de ce comité. Et le président de ce comité départemental, c'est-à-dire celui qui chapeaute tous les comités de soutien de Macron, est un président, issu du parti MDM.
c'est-à-dire le maire de Mtsamboro, Aruna Kolo. Alors Pierre, on vient de le voir, hein, le point avec Nadim Amada sur une situation qui aujourd'hui semble poser problème quant au soutien, pas le soutien lui-même, mais quant à l'organisation sur le département. Oui, effectivement, puisque suite à ces propos, Aruna Kolo, le maire de Mtsamboro, a réagi en expliquant que non, il n'était pas tout à fait favorable en tout cas, il n'était pas au courant, il n'avait pas autorisé cette intervention ce matin. Daniel Zaidani dans la journée aussi s'est exprimé en disant que voilà, de toute façon, c'était les soutiens d'un même candidat. Mais je pense que ça révèle quand même autre chose, et on y réfléchit relativement peu. C'est très peu dit depuis le début, mais Emmanuel Macron a ce handicap, c'est qu'il va réunir derrière lui énormément de monde, que ce soit à droite et à gauche, mais lors des législatives, dans le cas où il serait élu président de la République, il risque d'y avoir un gros problème. Et aujourd'hui, c'est très révélateur cette histoire, puisque le NEMA aura un candidat au moins pour les sénatoriales, avec Saïd Omar Ouali. En ce qui concerne le MDM, on sait qu'il y aura aussi des candidats, 2 pour les sénatoriales, un par circonscription. Comment ça va se passer, puisqu'ils soutiennent tous les deux le candidat Macron, mais ils vont s'affronter dans l'objectif d'être dans une même majorité. Donc oui, c'est un petit peu compliqué. Et effectivement, peut-être que même le MoDem aura son candidat pour les législatives. Donc finalement, on va avoir des individus qui soutiennent un même candidat avec un même programme, mais qui vont s'affronter lors des législatives. Donc c'est toute la problématique aussi du candidat Emmanuel Macron, qui va devoir, puisqu'il n'a pas un parti derrière lui, c'est un mouvement, il va devoir organiser tout ça s'il souhaite être président de la République et s'il souhaite gouverner, parce qu'il lui faut une majorité pour gouverner. On sait que les législatives sont plus importantes. On parle beaucoup des présidentielles, mais le plus important, c'est les législatives, puisque c'est quand même l'Assemblée nationale et le Sénat qui votent les lois. Donc on oublie souvent de dire ça. Et ça va être très compliqué pour le candidat Macron de gérer tout ça. Et c'est vraiment très révélateur, cette affaire entre le MDM, le NEMA, ce comité. On veut tous être sur le devant de la scène. Finalement, on veut aussi plaire à Emmanuel Macron. On veut se faire une place. C'est aussi ça que ça révèle. Mais c'est pas facile. Justement, c'était pas le risque d'avoir autant de ténors de la politique locale derrière Emmanuel Macron, comme on l'a vu, beaucoup se rassembler. Derrière un candidat qui n'a pas de parti, surtout. Se rassembler au niveau national, beaucoup de partis, beaucoup de personnes, beaucoup d'élus se rassemblent, se rallient à Emmanuel Macron. Oui, venus de droite et de gauche. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le département, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'opportunisme pour certains pour... Probablement, mais c'est vrai que c'est à la fois une force et un handicap. Emmanuel Macron, comme le disait ce matin, il représente quelque chose d'au-dessus de la politique. D'ailleurs, il fait sa campagne, il a mis très longtemps à dévoiler son programme, il fait sa campagne sur sa personne en disant « je suis l'homme du renouveau ». Et on l'a bien vu dans le débat à plusieurs reprises, il a parlé plus de sa personne que du programme. Il a eu plus de mal dans le programme, et tous les observateurs ont dit qu'il a été très bon lorsqu'il a fallu se défendre sa personne, lorsqu'il était attaqué. Un peu moins que lorsqu'il fallait expliquer son programme, c'était un peu plus compliqué. C'est une force, le fait d'avoir ratissé large à gauche et à droite, mais c'est aussi une faiblesse. Mais on va pas passer tout notre temps sur Emmanuel Macron, parce que il y a quand même d'autres candidats. Il y en a 11, et ce soir je voulais parler donc de ces comités de soutien. Il y en a plusieurs, des comités de soutien à Mayotte, mais on ne sait pas s'ils sont tous présents, s'il y a un comité par candidat. Nous devons inviter tous les candidats, et nous allons parler de tous les candidats, de leur programme. Mais il y a certains candidats, on ne sait même pas si à Mayotte il y a un comité de soutien. On pense à Nathalie Arthaud, on pense à Philippe Poutou. Alors on sait qu'à Solino, que nous avions reçu il y a plusieurs semaines, possède un comité de soutien, puisqu'il y a beaucoup d'affiches de ce candidat à Mayotte. C'est vrai que les 5 grands candidats, j'allais dire grands, en tout cas ceux qui dans les sondages sont en tête aujourd'hui, possèdent des comités de soutien. Pour les plus petits, c'est un peu plus compliqué. Ramayad, bien entendu, est représenté à Mayotte. Jean Lassalle est représenté par Saïd Ahmadi, par Raos. Ramayad est représenté par Midla Jimnemois. On sait également que, alors pour Benoît Hamon, c'est un petit peu compliqué. On sait que le PRG maintenant le soutient, puisque Sylvia Pinel le soutient. Donc Kira Bakara Dakolo ou encore Bakar Aladi seront ses soutiens.
soutien, ça c'est une certitude. On avait reçu les soutiens de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a plusieurs candidats où on ne sait pas s'il y a un soutien, donc on lance un appel aussi. Puisque tout à fait, on imagine que de toute façon les candidats vont tenter sur chaque territoire de faire appel à des personnes qui les connaissent de près ou de loin pour tenter d'organiser tout ça. En tout cas, voilà, nous on va essayer de ne pas faire comme ça a été le cas sur notre chaîne et d'inviter tous les candidats. On se le doit aussi parce que le CSA nous regarde et c'est aussi ça la démocratie. Nous devons faire parler tous les candidats. Tout à fait. Donc voilà, un petit mot là-dessus, parce que finalement on parle beaucoup depuis quelque temps de Macron, bien entendu, de François Fillon et puis des trois autres, mais Marine Le Pen que nous avions reçue, mais il y a aussi les autres et il faut en parler parce qu'ils sont candidats à la présidence de la République. Merci beaucoup Pierre pour ce point sur la situation politique ici à Mayotte et plus largement sur le territoire national. Et faisons à présent un autre point sur le Tour de Mayotte en fauteuil roulant qui ce mercredi en est à sa 3e étape. Une étape qui s'est jouée entre Combani et Sada. L'occasion pour Dr Léo, son équipe, de s'arrêter au collège de Sada où s'est tenue une rencontre avec des élèves de l'établissement. Un moment de partage et de joie que nous raconte Sony Chamsidine. Arrivée triomphante pour la délégation du Tour de Mayotte en fauteuil roulant. Pour cette 3e étape, les élèves du collège de Sada ont réservé aux participants un accueil à la hauteur de l'événement. Messages de soutien et ambiance chaleureuse étaient au rendez-vous. Une véritable source d'énergie pour les champions du jour. Je suis heureux là. Moi j'ai encore plus de force que jamais. À chaque jour je me sens encore plus fort. Et les enfants sont là, ils sont mobilisés. On a vu que le handicap était un grand problème ici à Mayotte. Et on veut que la mobilisation se fasse encore plus, que ça soit encore plus fort. Pour qu'on y aille encore plus loin. Pour que les enfants surtout, les mineurs, ceux qui sont à l'école primaire, ceux qui sont en maternelle, ceux qui sont au collège, au lycée, toutes ces personnes-là puissent profiter, savoir ce que c'est le handicap parce que c'est important. Dr Léo, un homme handicapable dont l'histoire fait l'unanimité auprès des collégiens. Dr Léo, il est trop gentil, il est tout formidable. Je suis tellement contente de le voir et en fait c'est la première fois que je le vois en face et je suis tellement contente de le voir. Il est courageux et fort. Parce que le parcours, il est grand. Je le trouve très bien, il est adorable, il est bien. Ça fait longtemps que j'ai envie de voir en mes propres yeux, là, juste pas loin de moi. Mais aujourd'hui, mes rêves s'étaient réalisés. J'aime beaucoup Dr Léo. Succès garanti pour ce nouveau parcours. S'ensuit un échange entre les personnes handicapées et les élèves de l'établissement. L'occasion de sensibiliser la jeunesse au phénomène du handicap. C'est important pour moi de venir raconter cette histoire parce que ça arrive à tout le monde. Le handicap, ça touche tout le monde. Il faut savoir que vous êtes tous handicapés. Il faut le savoir. Vous êtes tous handicapés, vous ne le voyez pas, mais il y en a qui sont bien visibles. Et ça, on peut tous être atteints d'un handicap. Donc c'est pour ça que je veux le faire. C'est important parce que si les jeunes sont touchés dès le plus jeune âge, ils vont pouvoir effacer les préjugés et dans l'avenir peut-être changer les choses par rapport au handicap. Nouvelle étape ce jeudi pour l'équipe TMF. Sada-Chirongi, 18 km de trajet, le plus long de ce tour, mais pas de quoi effrayer nos aventuriers. Un événement qui porte ses fruits et mobilise toute l'île. Ce mercredi, en fin d'après-midi, l'association Lions Club Ilang a remis un don financier et matériel à toute l'équipe du Tour de Mayotte en fauteuil roulant afin de soutenir cette belle initiative. Et depuis lundi, l'école de la deuxième chance organise sa semaine de la citoyenneté dédiée aux jeunes de 18 à 25 ans sortis du circuit scolaire depuis plus d'un an. Ce centre de formation affiche de nombreuses vocations. Parmi elles, amener les stagiaires vers plus de civisme. Et pour ce faire, de nombreux intervenants vont défiler dans les locaux de l'E2C et ce jusqu'à la fin de la semaine. ARS, gendarmerie, ACFAV, naturalistes, tous vont y aller pour échanger avec les jeunes stagiaires. Aujourd'hui, c'était au tour du réseau diabète et d'investir les locaux de l'école de la deuxième chance. Le sujet est signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vinet. L'école se doit de former les cerveaux de demain, mais aussi et surtout d'apprendre aux enfants à devenir des citoyens. À l'occasion de la semaine de la citoyenneté, l'école de la deuxième chance de Mayotte a décidé de lui consacrer une large place dans son programme, comme nous l'explique l'un des animateurs.
L'objectif, c'est de permettre aux stagiaires de mobiliser des connaissances pour donner un sens à l'actualité, c'est-à-dire la lutte contre la délinquance, la violence, la dégradation de la nature, la santé, la sécurité, etc. Donc cela permettra aussi aux stagiaires de devenir acteurs responsables de la démocratie, de notre démocratie. C'est ça ce qui est très important. Et justement, notre projet s'inscrit dans le cadre des principes des écoles de la deuxième chance. C'est pour cela en fait qu'on doit développer justement des activités de la citoyenneté. C'est pour cela qu'on a organisé cette semaine de la citoyenneté. Cette sensibilisation à la citoyenneté offerte aux stagiaires passe également par une connaissance des vertus d'une alimentation saine et équilibrée. C'est là tout l'objet de l'intervention des membres du réseau diabète qui ont passé la matinée à parler du rapport entre bien-être et alimentation, et ce, quel que soit l'âge. Qui fassent le lien entre le fait de prendre soin de leur corps grâce à une alimentation équilibrée. Et du coup, s'ils en ont conscience, ça leur permet d'être des bons citoyens, de préserver leur santé et faire le lien en fait entre leurs activités du quotidien, le fait d'étudier, de travailler, de voir du monde, de bouger. Si on est en bonne santé, on peut réaliser toute cette activité. Si on est malade, c'est plus compliqué. Nos anciens, nos grands-parents mangeaient mieux équilibré. Après, maintenant, ça ne veut pas dire que nous, les jeunes, on ne le fait pas. Certains le font. Maintenant, ceux qui ne le font pas, justement, on essaye de les sensibiliser, faire de la prévention pour qu'ensuite, ils puissent les faire à l'avenir. Le réseau diabète est loin d'être le seul intervenant lors de cette semaine citoyenne. En effet, le programme est aussi riche que varié. On va avoir la gendarmerie qui va nous parler de la sécurité, l'ARS, en fait des maladies qui sont liées aux moustiques. On va avoir l'ACFAV qui vont nous parler en fait de la violence faite aux femmes. On va avoir aussi les naturalistes qui vont nous parler de la dégradation de la nature. On va avoir la PJJ qui va nous parler en fait la France, parlons-en. Donc là on va parler de la démocratie, on va parler de la liberté, de l'égalité. Le programme est alléchant et doit permettre à tous ces stagiaires d'en ressortir plus citoyens. Et voyons maintenant ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce mercredi 22 mars. En voici un petit tour d'horizon dans l'actualité en bref. La fin du quinquennat Hollande approche et malgré les dires du désormais ex-ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux, le plan Mayotte Sécurité pour tous est encore loin d'entrer en vigueur. À ce titre, hier, le syndicat Alliance Police a vivement réagi suite à l'agression à l'aéroport de 2 agents de la police aux frontières par un passager ivre qui voulait monter dans un avion. Le syndicat explique, je cite, « Alliance Police Nationale dénonce encore une fois les violences dont ont été victimes les policiers de la police aux frontières et manifeste son soutien à eux et leurs familles qui en subissent aussi les conséquences. Cela démontre encore la légitimité de nos revendications. Cette légitimité ne pourra continuer à se faire sur la santé des policiers et devra être entendue de nos instances dirigeantes. Car non, tout ne va pas bien. Les moyens ne sont pas mis à notre disposition pour travailler en sécurité. Cela traduit donc le manque de volonté à fournir les moyens en hommes et en matériel, mais aussi l'absence de considération professionnelle et sociale du policier. L'État réforme les modalités de délivrance des titres réglementaires que sont la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire et le certificat d'immatriculation. Dès le 29 mars prochain, en ce qui concerne la carte d'identité, les usagers pourront se présenter dans toutes les mairies du département qui viennent d'être équipées en dispositif numérique de recueil des demandes. Les dossiers télétransmis seront instruits par une plateforme spécialisée située à La Réunion afin de permettre d'améliorer les délais de traitement. Par ailleurs, une généralisation des pré-demandes en ligne s'opérera d'ici fin mars 2017. Tout comme le passeport, il sera donc possible et fortement encouragé de remplir une pré-demande de carte d'identité sur le site servicepublic.fr afin de gagner du temps lors de son passage au guichet de la mairie. Il suffit pour cela de créer un compte personnel sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés et de saisir son état civil et son adresse. Excellente nouvelle pour tous les élèves du département. En effet, la société Matisse va offrir une amélioration de la qualité de service aux usagers du réseau de transport scolaire Allo. Un nouveau service en ligne va ainsi permettre de consulter les horaires des lignes du réseau Allo. Ce nouveau service disponible depuis le 20 mars
va considérablement faciliter les déplacements des usagers. Les heures de passage sont ainsi consultables sur le site www.allo.yt. Il suffit alors de sélectionner la commune dans laquelle se trouve son établissement scolaire et de choisir son école ou son centre de formation. Des documents PDF sont ensuite consultables afin de connaître les horaires de départ et d'arrivée. Et on termine avec ce petit détour par la direction des archives départementales et de la documentation scientifique. Une direction dont le rôle est primordial puisqu'elle a pour mission de recueillir la mémoire orale et écrite de l'île. Elle gère ainsi l'ensemble des archives publiques produites sur le territoire du département, collectées, classées, conservées et communiquées sur ces archives. De quoi permettre à tout un chacun de retracer l'histoire de notre île. Et pour la première fois à Mayotte, la direction des archives participe à la Grande Collecte, un événement national qui se tient du 1er mars au 28 avril. Zoom sur cette antre des souvenirs dans ce sujet signé Adèle Laurent. Ici, c'est ce qu'on appelle le grand magasin. On y stocke tout ce qui est archives contemporaines. Tout ce que vous voyez là, c'est la mémoire de l'administration de Mayotte des années 40 jusqu'à nos jours. Ici, c'est la première carte qui a été dressée de Mayotte qui date de 1845. Vous pouvez voir, on n'a pas tous les noms bien sûr, mais le contour en lui-même est déjà assez net par rapport à l'époque. Sachant qu'il n'y avait pas d'avion pour faire les plans en hauteur, mais c'était par bateau qu'ils faisaient le tour de l'île pour dresser la carte. Archives de Cadiz, plans architecturaux, microfilms, archives judiciaires, foncières, ouvrages anciens et contemporains. Dans cette pièce, c'est toute l'histoire de Mayotte qui se dévoile, même si les archives de l'île ont connu une histoire mouvementée. À un moment donné, en 1993, quand la capitale a été transformée en Moroni au moment du territoire de Comores, à l'indépendance, les archives ont été brûlées ou disparues, du coup il a fallu tout reconstituer. On complète justement cette histoire en sachant que chaque fois qu'on fait un travail, la plupart du temps, on commence par l'arrivée des Français. Ça ne veut pas dire que l'histoire de Mayotte n'existait pas avant, mais il manque des documents ou des photos qu'on a ici sur cette période-là. Donc comment on fait? On pallie ce manque par l'acquisition d'ouvrages anciens, mais aussi par d'images qui datent de l'époque avant l'arrivée des Français. Un autre moyen de pallier à ce manque, mettre en place une grande collecte d'archives, comme c'est le cas pour la première fois à Mayotte cette année. En effet, cet événement national invite tous les particuliers et acteurs privés à venir montrer, donner, déposer, faire numériser aux archives leur patrimoine personnel, en lien avec le thème défini au niveau national. Collecter ces archives privées permet déjà de sensibiliser le public sur l'histoire de Mayotte et sur la conservation du patrimoine de Mayotte, mais aussi permet aussi à ce moment-là qu'ils sachent ce qu'ils ont et à partir de ce qu'ils ont, leur dire qu'on peut construire l'histoire à partir des documents ou bien des objets ou bien des journaux qu'ils possèdent chez eux. En effet, la grande collecte est destinée à enrichir les fonds des services d'archives par des fonds privés, car celles-ci sont essentiellement constituées d'archives publiques. Et le thème national retenu pour cette année est « D'une rive à l'autre de la Méditerranée, l'Afrique et la France au XIXe et au XXe siècle ». Pour la première fois, l'événement peut se décliner à Mayotte, car cette thématique fait particulièrement écho sur l'île. Celle-ci a d'ailleurs été adaptée au territoire et est devenue, d'une rive à l'autre du canal de Mozambique, les relations entre Mayotte, l'Afrique et les îles du sud-ouest de l'océan Indien du 19e au 20e siècle. La responsable du service éducatif et culturel aux archives départementales nous explique l'intérêt de partager son patrimoine. À partir du moment qu'on a des documents d'archives chez soi,
C'est intéressant de les partager parce que ici, par exemple, les documents ne sont pas faits pour dormir seulement dans des cartons ou dans des boîtes. L'important, c'est de les faire vivre. Donc, à partir du moment où on les fait vivre, on participe à cette histoire, on donne l'opportunité à d'autres de découvrir cette histoire et de ne pas seulement garder des photos ou des documents dans son album qui, parfois, quand on va chercher 10 ans après, les photos sont toutes vieillies, toutes jaunes, on ne peut plus réutiliser. Alors que si on les amène, on les numérise, un étudiant ou un chercheur qui travaille sur ces thématiques-là peut écrire sur cette histoire grâce aux documents et enrichir justement la recherche grâce à ce document qu'on nous aura apporté. Souvenirs de famille, archives, objets. Jusqu'au 28 avril, tout un chacun peut donc contacter les archives départementales ou le musée de Mayotte. Et ce samedi, une journée spéciale hors les murs, organisée par le MUMA, se déroulera dans la commune de Bandraboua, dans le cadre de cette grande collecte d'archives. L'occasion de fouiller dans ses souvenirs pour enrichir la mémoire locale. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition à retrouver sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec en plateau à 7h Elandiz Amidou, secrétaire départemental de l'UDFO, avec qui sera question de cette grève à venir à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. À 7h30, la parole sera donnée à Bakar Ali Boto, avec qui sera question de l'organisation du déplacement à Mayotte ce dimanche d'Emmanuel Macron, candidat au présidentiel. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain.